Marseille a été l'hôte de la première étape du PropTech Tour, rassemblant talents innovants, entrepreneurs, dont le défi est de concevoir pour nos villes des espaces plus confortables et mieux occupés. Vincent Richer, fondateur et directeur de l'ACOC et co-organisateur de l'événement, nous en dit plus sur les enseignements de cette journée d'échange. Bonjour Vincent. Bonjour. Le French PropTech rassemble 200 entrepreneurs engagés pour faire changer la ville. Pourriez-vous définir ce mouvement qui compte tout de même 500 startups ? Alors, la French PropTech est une émanation de la French Tech. Comme vous le savez, la French Tech, c'est sorti il y a un peu plus de 5 ans, qui a été développé par le gouvernement et après développé en local via les différentes métropoles, dont Aix-Marseille, et qui était dédié uniquement au numérique. Et depuis, il y a eu beaucoup de déclinaisons avec différents coques de différentes couleurs, parce que le coq French Tech est rouge, on a le bleu pour l'industrie, le vert pour le green. Et la French PropTech, en fait, c'est des startups dédiées à ce domaine, on va dire, du service, autour de l'immobilier notamment, et qui a décidé de se fédérer pour mieux répondre aux problématiques de l'immobilier. Et voilà, donc c'est une structure qui a été créée sur Nantes, qui est présente à Paris et qui, depuis un an et demi, commence à se développer ici en région sud. Beaucoup d'informations que l'on ne savait pas forcément. Alors la ville méditerranéenne de demain, qui a été le premier thème abordé, se façonne dès aujourd'hui. Elle devra tenir compte d'une part des spécificités géographiques du territoire, mais aussi climatiques et culturelles. Comment se conçoit-elle ? Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'IMO. L'objectif de cette réunion, c'était vraiment d'expliquer les problématiques de notre ville. Évidemment, à Marseille et sur toute la Méditerranée, on a des chaleurs un peu plus importantes, même si sur le dernier été, on peut se rendre compte que la différence entre la Bretagne et Marseille était pas si importante que ça. Il a fait très chaud aussi en Bretagne. On se rend compte qu'évidemment, il y a des problématiques écologique, dans la conception, dans les éléments des bâtiments, mais aussi de comment on intègre la végétation, comment on arrive à recréer en baissant la température avec des végétations et autres équipements. Et donc l'objectif, c'était un peu d'expliquer comment on peut mettre ça en place. Et évidemment, c'est très difficile de mettre ça en place tant qu'on ne l'a pas mis, sauf que dans l'immobilier, on ne peut pas mettre en place des nouveaux équipements s'ils n'ont pas été testés. Donc en fait, c'était un peu d'expliquer comment on peut mettre en place ou simuler des équipements et les référencer en faisant des pilotes de bâtiments ou de construction. Donc là, il y avait un peu des acteurs de l'immobilier traditionnel avec des startups ou même des acteurs d'éléments de construction innovants. Qui va nous permettre de diminuer le CO2, parce qu'aujourd'hui, ce qui est important dans la ville de demain, c'est diminuer la température, et pour ça, il faut diminuer le CO2 et utiliser des équipements qui permettent de diminuer cette température, effectivement, en jouant sur la végétation notamment. En effet, beaucoup de paramètres à prévoir en amont. N'ayons pas peur des mots, il s'agira de bâtir un nouveau modèle qui devra s'appuyer sur nos propres ressources avec des chantiers durables. Tout à fait. C'était l'un des objets des conférences, notamment Euroméditerranée qui a créé un démonstrateur autour de ces sujets-là, sur le quartier d'Euroméditerranée. L'objectif, c'est effectivement de voir comment on peut faire pour, tout en utilisant évidemment des constructions qui soient pérennes. Si on prend le bois par exemple, sur nos régions méditerranéennes, elles sont très compliquées. On ne peut pas fabriquer que en bois, comme dans d'autres pays, notamment en Europe du Nord. Donc on est obligé de mixer, en fait, parce que le bois brûle énormément avec le soleil, en tout cas au niveau des constructions, et ça ne permet pas forcément d'avoir ce qu'on aimerait avoir en termes de température ici. Donc en fait, c'est de la mixité, et si on parle de béton, notamment, c'est comment intégrer la terre, comment faire pour réutiliser, c'était un des sujets aussi, des constructions qu'on déconstruit, comment réutiliser ces équipements-là, notamment de béton, en les recoulant et en refaisant du béton. Et Euroméditerranée a témoigné aussi qu'il y a déjà eu 3 projets ici sur Euroméditerranée, où il y a eu, sur la déconstruction, il y a eu de la reprise des éléments, en tout cas d'une grande partie des éléments, pour reconstruire sur le même quartier, et donc éviter ce déplacement important, parce qu'il faut se dire que le transport est peut-être dans le bâtiment, peut-être l'un des moments les plus charnières où en fait on consomme le plus de CO2 à transporter les matières entre l'endroit où on en a besoin et l'endroit où on va construire.
Oui, et grâce à l'économie circulaire, cette nouvelle donne qui s'appuie sur la proximité sera aussi génératrice de nombreux emplois. Tout à fait. En fait, bon, c'est toujours pareil, hein, les secteurs d'activité évoluent. C'est vrai que dans ce côté de recyclage ou d'économie circulaire, on est sur des métiers un peu connexes, hein, parce que évidemment, quand on déconstruit un bâtiment, il y a des choses qu'on va pouvoir réutiliser pour reconstruire le bâtiment. On parlait notamment même sur des équipements intérieurs, hein, genre des toilettes. C'est vrai qu'à l'époque, quand il y a une toilette, on déconstruisait le bâtiment, on le jetait et on le cassait. Maintenant, on sait que si on nettoie bien et autres, on a la capacité de le réintégrer. Évidemment, ça change le mode de culture, hein, c'est-à-dire que les gens sont là aussi pour accepter ce genre d'équipement, alors qu'avant, voilà, ils voulaient des toilettes tout neufs, tout propres. Là, ils sont toujours tout propres, mais ils ne seront pas tout neufs dans le sens où ils sont anciens, mais ils seront mis au goût du jour et en tout cas, ils fonctionneront très bien. Et donc, dans tout ça, voilà, on se rend compte que c'est en train de bouger. Tout ça est en train de bouger. Et évidemment, ça, c'est pas que des gens qui construisent, c'est des gens qui vont remettre au goût du jour ou réutiliser. Et dans un bâtiment, on va dire qu'on a plusieurs utilisations possibles et pas forcément que dans la construction, ça peut être aussi dans la décoration. Donc ça nécessite des métiers connexes très différents. C'est une question d'habitude finalement. Alors naturellement, certains acteurs majeurs de la ville de demain étaient présents à votre table ronde. Je pense par exemple à Tech Carbone qui associe technologie de pointe et vertu environnementale et s'est engagé dans la révolution du marché de la construction. Oui, on avait plusieurs pépites, on appelle comme ça maintenant les startups, de structures à fort potentiel. Bon, évidemment, on est sur des structures, quand on dit start-up, on parle de forte croissance et souvent dans le numérique. Bon, aujourd'hui, le terme start-up est plutôt galvaudé, il est utilisé par différents moyens, mais on va dire que c'est une super entreprise récente, jeune, qui travaille sur des éléments de construction innovants et qui permettent de diminuer le CO2, même de consolider les bâtiments. Parce que c'était un du sujet aussi des conférences, c'est qu'aujourd'hui, quand on construit un bâtiment, il n'a pas une durée de vie, on va dire, finale, mais on se rend compte qu'on commence à déconstruire les bâtiments des années 80-90. Donc ça veut dire qu'en gros, un bâtiment, aujourd'hui, part plutôt sur 20 ou 30 ans de vie, et on ne sait pas au bout des 20 ou 30 ans ce qui va se passer. Donc il faut qu'on change aussi ce mode de fonctionnement, et Technocarbone est vraiment une des structures intéressantes qui permettent d'aller sur des éléments qui vont nous faire changer la donne sur tous ces sujets-là. Oui. Et oui, les années 80-90, c'est si proche et si loin en même temps. Alors, parmi vos intervenants figurait également un représentant de Saint-Gobain, une entreprise porteuse d'espoir puisqu'elle a inventé le verre ayant la plus faible empreinte carbone au monde. Mais sous couvert de protection de l'environnement, cette multinationale a tout de même influencé les politiques pour faire adopter une législation qui lui soit favorable de façon à vendre davantage d'isolants. Cela doit donc inciter à la vigilance. Alors, oui, après, nos amis de Saint-Gobain, ils sont très innovants dans beaucoup de domaines. Évidemment, c'est des domaines très récents. Donc, les politiques, on sait qu'en général, ils maîtrisent des secteurs d'activité plutôt classiques. Et quand on rentre dans l'innovation, il faut pouvoir la suivre. Et donc, pour ça, Saint-Gobain, évidemment, travaille sûrement sur des relations avec les politiques, mais comme dans tous les secteurs d'activité. Après, ce qui est intéressant avec Saint-Gobain, c'est que quand on parle d'isolant, avant, on parlait vraiment d'isolants, on va dire plutôt chimiques, ou en tout cas des éléments qui n'étaient pas forcément évidents. Hein. On a connu des bâtiments qui étaient isolés avec des produits aujourd'hui, notamment l'amiante, qui posent des problématiques. Mais là, des structures comme Saint-Gobain ou d'autres, on avait Eiffage, on avait plusieurs structures, et sont en train de travailler sur des matériaux, on va dire, durables, et notamment la terre, sur la récupération de la terre, ou les boues rouges ou autres, ou des éléments qui sont proches. Et donc, en fait, c'est se dire, toutes ces structures-là savent très bien qu'on ne peut plus revenir en arrière. C'est-à-dire qu'il y a eu des choses qui se sont passées dans le passé. Maintenant, tout le monde travaille à être plus efficient aussi, parce qu'en fait, avec le coût de l'énergie qui augmente, le coût des crédits qui augmente, donc il faut arriver à trouver des moyens qui nous permettent de rendre en tout cas moins consommatrices en CO2, garder plus de chaleur, refroidir plus, tout en augmentant pas fortement les biens, et ça c'est pas évident. Et donc pour ça, on se réinvente, ou alors on va rechercher des vieilles techniques. Et en l'occurrence, Saint-Gobain nous a parlé notamment, et nous en avait parlé aussi il y a quelques semaines, au mois de décembre, de mixer le béton et la terre. Parce que la terre a beaucoup de propriétés
dans les deux sens, que ce soit dans le chaud ou dans le froid. Et surtout, le béton commence à manquer, parce qu'il faut aller chercher des éléments naturels de plus en plus de manière compliquée. Donc voilà, et en plus, ces structures-là commencent à réfléchir, comme je vous disais précédemment, sur le transport. Parce que la grosse problématique, en dehors des produits qu'on met dans les constructions, c'est le transport de tous ces matériaux-là. Et donc, ils sont en train de travailler sur du transport en péniche plutôt que sur des transports vraiment en camion. Donc, en dehors d'aller chercher des éléments qui sont proches des endroits de construction, on va aussi essayer de trouver de plus en plus des moyens de transport plus écologiques et moins consommateurs en CO2, parce qu'aujourd'hui, une grande partie de la consommation en CO2, elle est au niveau du transport. Alors en France, de nombreux projets ont pu avancer grâce au BIM, ce procédé de travail de modélisation des données du bâtiment. Euroméditerranée s'y est engagé depuis 2016. Qu'est-ce qui a pu aboutir dans notre métropole ? Alors aujourd'hui, le BIM, il faut se dire que c'est considéré pour les acteurs de l'immobilier comme une norme de construction. Alors pour faire simple, on va dire qu'on a tous vu des plans à plat ou des perspectives 3D pour des futurs immeubles ou appartements. Là, le BIM, c'est de la 3D, mais c'est une maquette qu'on peut faire éclater entre les éléments du bâtiment, les réseaux et autres. Et surtout, ça permet de simuler. C'est une véritable base de données. Et aujourd'hui, le BIM est obligatoire effectivement sur le territoire d'Euroméditerranée. Et tous les nouveaux bâtiments, en fait, sont simulés et construits sur ces sujets-là. Mais sur Marseille, on a plusieurs équipements, notamment si on prend le centre commercial à côté du stade Vélodrome, qui a été fait à l'époque par Bouygues Immo, ou Bouygues Construction, en tout cas le groupe Bouygues sur ces éléments-là, l'a simulé en BIM. Et l'a fait sur le BIM. Le BIM, en fait, c'est une véritable base de données qui va nous permettre à partir de là, de mieux piloter nos territoires, nos bâtiments, d'intégrer des structures qui vont aussi maintenir les bâtiments, qui vont nous permettre aussi de travailler sur les bâtiments au-delà des 20-30 ans et de pouvoir réutiliser et les faire évoluer aux normes et au goût du jour, qui va nous permettre aussi, quand on va faire de la déconstruction et récupérer des éléments, de savoir quels sont ces équipements-là, parce que le grand problématique aussi, ce qu'on disait dans les discussions, c'est que dans 20 ou 30 ans, on sait à peu près la vis, mais on ne connaît pas vraiment tout son détail parce qu'il n'y a pas eu de conservation de toutes les données. Donc là, ça va nous permettre vraiment d'avoir des bases de données complètes et de pouvoir se dire c'est telle lumière, c'est tel lampadaire, on peut les réutiliser parce qu'on les connaît par cœur, on a toute la directive et tous les éléments de construction. Donc tout ça, ça va nous permettre aussi de faire évoluer tout ça et d'intégrer des structures qui ne viennent pas forcément du monde de l'immobilier. Parce qu'on va avoir des bases de données ouvertes et donc il va y avoir des acteurs qui vont pouvoir proposer du service et donc faire évoluer l'usage de l'immobilier au sens large du terme. Oui, et cela confirme un peu plus la place centrale du numérique. Alors, ça sera ma dernière question. La résilience fait partie des paramètres déterminants pour l'avenir de nos territoires. Cela implique une nouvelle architecture numérique que l'on désigne par le Green IT, l'informatique durable. Oui. Alors, après, c'est comme tout. C'est-à-dire que tous les secteurs d'activité consomment du CO2. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de moins en consommer. Le Green IT, c'est tout simplement comment faire toujours de l'IT, mais en consommant moins. On le voit, notamment les data centers qui sont plus forcément refroidis avec simplement de la climatisation, mais utilisés avec de l'air frais et autres. Notamment, il y a des structures type OVH qui ne font que des data centers dans le nord de l'Europe ou dans le nord de la France parce qu'il y a suffisamment d'air frais pour refroidir. Mais ici, on peut parler de data centers qui commencent à utiliser l'eau de mer pour refroidir aussi les data centers. Et clairement, ce que permet le BIM et l'informatique pour l'immobilier, ça va être de simuler en fait tout ça. C'est-à-dire que simuler les équipements, voir en termes de consommation de CO2, en termes d'énergie, de pouvoir voir quel équipement va mieux fonctionner selon l'exposition, selon la température qu'on voit sur ce territoire-là. Et tout ça va nous permettre de construire de manière plus efficiente et en tout cas aussi moins consommatrice de CO2 et d'énergie. Que du positif pour l'avenir. Merci beaucoup Vincent pour cette interview. Si vous voulez organiser des séminaires ou conférences, rendez-vous sur le site lacoque-numérique.fr. Merci. Jusqu'à fin février, 50 gares françaises accueillent des expositions dédiées à la bande dessinée. Un événement proposé par SNCF Gare et Connexion à l'occasion de la 50e édition du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême.
Christophe Rioux, enseignant-chercheur à la Sorbonne et à Sciences Po, notre invité du jour, nous parle de l'événement. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors il faut préciser tout d'abord que cette exposition s'inscrit dans un programme proposant chaque année plus de 150 expositions, interventions et manifestations artistiques conçues pour les gares. Complètement. 50 gares célèbrent en effet la bande dessinée avec le Festival international de la bande dessinée, d'Angoulême. Mais cette année, c'est 2 fois plus de gares impliquées, donc 50 gares dans tout le territoire, avec, à la fois des grands noms de la bande dessinée, mais aussi des créateurs émergents. Ce sont des événements auxquels on ne pense pas forcément quand on va à la gare Saint-Charles de Marseille, par exemple. Euh, Oui, bien sûr, la question qui se pose, c'est que ces lieux ont longtemps été perçus comme des lieux de transit, des lieux dans lesquels on venait uniquement pour prendre un train, alors qu'aujourd'hui, les gares s'affirment comme des lieux à part entière, des lieux de vie à part entière, des lieux culturels à part entière et non plus des non-lieux comme on les a appelés à une époque. alors dans notre région, les gares d'Aix-en-Provence, Nice, Cannes, Avignon accueilleront une exposition et à Marseille, c'est Tokyo Revengers qui occupe le parvis de la gare Saint-Charles. Quelle est la trame de cette œuvre? Alors ça, c'est très intéressant parce que, avec, Tokyo Revengers, on est plongé dans un univers qui est celui du manga. On le sait peu, mais en France, un livre sur 4 est une bande dessinée, qui est vendue, parmi ces bandes dessinées, la moitié sont des mangas et donc le manga, qui est cette bande dessinée, japonaise, mais qui a, eu des développements dans un certain nombre de pays ensuite, a des codes très spécifiques. Donc ça permet aussi de découvrir, une dimension internationale avec l'univers de ceux qu'on appelle les mangaka et ils sont très bien représentés d'ailleurs dans les 50 gares et précisément, gare, de Marseille-Saint-Charles, où, sur l'esplanade, on peut voir l'univers, assez incroyable, je dois dire, de Tokyo Revengers. Les mangas ont longtemps été méprisés, c'est toujours le cas aujourd'hui, peut-être pas. Non, aujourd'hui, on a eu vraiment alors du fait déjà, il faut le dire, de la reconnaissance commerciale, c'est-à-dire que, une bande dessinée, la moitié des bandes dessinées, vendues étant des mangas, ça a quelque part permis de comprendre aussi que derrière, on avait un public. Je pense que le regard a aussi évolué, la bande dessinée, elle-même a connu, cette phase, qui était un petit peu compliquée. Aujourd'hui, elle est reconnue comme une forme culturelle à part entière et c'est la même chose avec le manga qui a un avantage aussi, c'est qu'il touche des jeunes générations. Il ouvre des publics, à la lecture qui n'iraient peut-être pas forcément, vers le livre. Les puristes sont servis puisque ce manga est signé du maître incontesté des mangas au Japon, Ken Wakui, je ne sais pas si je le prononce bien. Oui, alors c'est le cas d'ailleurs de plusieurs gares. On a la chance d'avoir dans l'ensemble du dispositif, japonais, du manga aussi. Et donc, on a de vraies signatures internationales qui sont présentes dans le cadre de ce partenariat avec le Festival d'Angoulême. Et c'est vraiment important parce que moi, je le regarde comme un observateur qui tente de comprendre ce qui se passe dans l'espace public avec les gares qui deviennent des réceptacles, des caisses de résonance de la bande dessinée, mais aussi de la culture de manière générale. Et on voit que ces formes sont des formes assez spécifiques, assez particulières. On n'aurait pas imaginé il y a quelques années l'univers du manga dans des gares, et pourtant, ça y est, c'est déjà bien enclenché. Oui, alors cette exposition n'est pas sans rappeler que le succès de Piano en gare a permis de rapprocher de nombreux voyageurs. Y a-t-il là aussi une volonté d'aller chercher un public non familier de l'univers des BD? Oui, je pense que ça procède de la même démarche, et là, si on ouvre un petit peu, vous avez cité effectivement les pianos en gare, qui ont, fêté leurs 10 ans. On peut aussi évoquer le fait de faire des dictées, autour de Marcel Proust, à Paris, gare Saint-Lazare. On peut citer d'ailleurs de manière globale 150 manifestations artistiques et culturelles par an, qui touchent à vraiment tous les champs de la création. On le voit bien, il y a une volonté de rendre accessible la culture au plus grand nombre et notamment à ses usagers, à ses voyageurs qui, pour la moitié d'entre eux, remarquent la présence d'expositions en gare et qui, pour un certain nombre d'entre eux, s'arrêtent et viennent prendre le temps de découvrir ces univers.
C'est-à-dire, on n'a pas toujours le temps quand on est dans une gare. Alors, la création française est également à l'honneur. Que pourra-t-on découvrir dans les différentes gares de notre pays? Ah bah, on a une palette, très large d'expositions puisqu'on a par exemple, une exposition, dédiée aux 50 ans, 50 regards, qui est un peu une exposition rétrospective qui permet aussi de voir de jeunes artistes ou de jeunes créateurs. Alors il y a toujours cette, dualité, c'est-à-dire qu'on a à la fois on a à peu près la moitié d'auteurs confirmés et la moitié d'auteurs, disons, émergents. Et on le verra dans un certain nombre de gares, c'est la vision, le point de vue, de ces créateurs sur le festival d'Angoulême. Donc on a vraiment une dimension anniversaire rétrospective. 50 ans, ça n'est pas rien et ça méritait bien effectivement d'avoir 50 gares pour célébrer, ce moment, particulier. Et puis après, vous avez vraiment des expositions, alors on peut pas toutes les citer, mais qui sont, quasiment sur mesure en fonction des lieux. Mais elle donne à voir, une palette très large de la création en matière de bande dessinée aujourd'hui, à la fois française, mais aussi, on vient de l'évoquer avec le manga, mais aussi, avec des créateurs brésiliens. Cette dimension internationale aujourd'hui de la bande dessinée, que le Festival d'Angoulême permet de découvrir. Vous avez évoqué effectivement les créateurs étrangers. Alors la France est devenue une terre d'accueil de la BD, mais finalement la BD est plutôt un art franco-belge qu'un art franco-français. Oui, alors, ce fameux 9e art, heu c'est vrai qu'il est très marqué par cette, dimension et cette présence, belge. Alors avec parfois d'ailleurs des auteurs qui sont un peu partagés, pour plein de raisons entre la France et la Belgique aussi. Mais il est clair que, la France aujourd'hui, revendique une très grande, créativité en matière de bande dessinée. On a, la bande dessinée qui est entrée, sous la coupole à l'Institut de France à Paris, donc c'est quand même une reconnaissance très importante et qui signifie quelque chose, qui prouve bien que, dans la création, française, aujourd'hui, on a le Collège de France qui a accueilli, des rencontres, autour de la bande dessinée. Donc vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a eu une phase pendant très longtemps qui était une phase, de remise en question peut-être, de cet objet, culturel, plus ou moins, perçu comme tel par, un certain nombre d'acteurs. Aujourd'hui, on le voit bien, le changement, la mutation, c'est que la bande dessinée est réellement reconnue comme un objet culturel à part entière. Cette exposition est aussi l'occasion de découvrir le regard de nombreux artistes du monde entier sur le 9e art. Vous avez cité les artistes brésiliens. L'exposition est-elle très différente non, je refais parce que j'ai dit l'exposition. Cette exposition est aussi l'occasion de découvrir le regard de nombreux artistes du monde entier sur le 9e art. L'expression est-elle très différente d'une nationalité à l'autre? Oui, la bande dessinée, elle est très révélatrice finalement, des caractéristiques de chaque pays. Vous évoquiez tout à l'heure le manga avec ses codes très spécifiques, de manière, générale, on voit bien qu'en Asie, on a des formes qui d'ailleurs séduisent énormément d'Européens ou de Français, hein. Le manga en France est un vrai succès, mais dans d'autres pays, on a effectivement des codes. On a des caractères un peu typiques qui sont liés, à la vision, peut-être aussi, du monde de l'image, de certains de ces pays. Le rapport au visuel n'est pas forcément le même et donc on le voit bien avec ces expositions, on voit toute la diversité, de ces univers de la bande dessinée avec, à chaque fois une dimension, nationales qui parfois se font aussi dans une forme plus globale. Ça existe aussi. Je pense qu'il y a des inspirations croisées, on le voit bien dans certains styles de bande dessinée. C'est une analyse intéressante. Alors, grâce aux ressources exceptionnelles de la Bibliothèque nationale de France, les visiteurs pourront connaître un peu mieux l'histoire de la bande dessinée. À quand remontent les origines de la BD? Alors la bande dessinée, il y a un débat, il y a un débat un peu historique, on l'a fait remonter à Top Fleur, enfin il y a une sorte de figure un petit peu tutélaire, mais en réalité, l'univers de la bande dessinée, c'est un univers qui s'est développé,
et qui a connu plusieurs phases d'évolution. Donc si vous voulez, ce point de départ avec peut-être un nom, un peu emblématique, je pense qu'aujourd'hui, il faut comprendre que la bande dessinée, elle a évolué dans une forme avec la modernité aussi. Donc, c'est à la fois une forme très ancienne qui s'est inspirée, d'univers, artistiques, proches et puis, ce fameux 9e art que vous évoquiez tout à l'heure, on se demande parfois quel est le 8e parce qu'effectivement la bande dessinée, elle est juste après le 7e art et on a ce 9e art qui apparaît, subitement, mais qui aujourd'hui bénéficie d'une vraie reconnaissance et qui a, vous l'avez dit, une longue tradition, une longue histoire aujourd'hui et la BNF, par exemple, permet, de voir cette richesse, extrêmement importante et les étapes qui font que, par exemple, des artistes, plasticiens, des peintres ont, souvent été, dessinateurs, et parfois certains d'entre eux ont aussi utilisé la bande dessinée comme un médium, à part entière. Oui, donc la BNF lui a permis d'acquérir ses lettres de noblesse. Complètement, l'entrée au musée, l'entrée dans des collections, dans des lieux, prestigieux, heu, a participé à l'anoblissement de la bande dessinée. Vous savez, ça n'est pas, le cas uniquement de la bande dessinée. Le jeu vidéo a progressivement connu, cette forme d'institutionnalisation. On a eu des expositions autour du jeu vidéo, aujourd'hui reconnu comme une forme culturelle. D'ailleurs, si vous regardez les chiffres, le jeu vidéo aujourd'hui fait partie des biens culturels les plus vendus, et cette reconnaissance-là, elle est présente, hein. En dehors de l'aspect ludique, hein, du jeu, eh bien la bande dessinée, elle aussi, n'est plus uniquement perçue comme destinée à de jeunes publics. Ça a aussi longtemps été une de ses caractéristiques. Aujourd'hui, la bande dessinée parle à tout le monde et on a des publics très variés avec une dimension d'accessibilité extrêmement forte. On vous accueillera peut-être une prochaine fois pour parler des jeux vidéo. Eh bien, merci beaucoup, Christophe Rioux. J'espère que vous saurez arriver à convaincre les derniers réticents et que votre interview devrait permettre d'aiguiser la curiosité des voyageurs, leurs accompagnateurs et aussi des Marseillais. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.